Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus au CCO ce soir pour la rentrée de questions publiques, hein, le rendez-vous quasi mensuel organisé par le Conseil de développement de Nantes Métropole, le CCO et la revue Place Publique Nantes-Saint-Nazaire. Premier invité de la rentrée, donc on a Denis Maillard, qui est l'auteur d'Une colère française, ce qui a rendu possible les Gilets jaunes. On va rester sur un peu le modèle de soirée que vous connaissez, hein, puisque je vois les visages, vous fréquentez assidûment questions publiques. On va faire grosso modo 1 heure, nous, de questionnement avec Philippe Audic, le président du Conseil de développement, et moi-même, Franck Renaud, directeur de la revue Place Publique. On va faire 1 heure de dialogue, de conversation avec Denis Maillard, puis après, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez poser. En sachant que son livre est disponible également à la vente et qu'il pourra, pour ceux qui le souhaitent, dédicacer, signer son ouvrage. Alors, on va démarrer. Donc, Denis Maillard, vous êtes philosophe politique de formation, de l'histoire des idées, hein, élève de Marcel Gauchet, oui, ce qui est une référence importante pour vous, oui. Enfin, puis pas que pour vous. Et aujourd'hui, avec Philippe Campici, vous êtes, alors ce qui va rappeler des souvenirs à ceux qui ont manifesté en 1986 contre un projet de loi et un ministre de l'enseignement supérieur, d'un président qui vient de décéder. Vous avez aujourd'hui un cabinet conseil, vous animez un cabinet conseil en relations sociales qui s'appelle Temps commun. Et puis avant, dans votre vie professionnelle, alors selon ce que nous raconte le web, vous avez travaillé beaucoup dans la communication, les relations presse pour Médecins du Monde et puis l'assurance chômage, l'Unédic, entre autres. Alors, peut-être d'abord, vous pouvez commencer en liaison avec ce parcours. Comment, à la fois, vous êtes venu à regarder cette explosion sociale, en quelque sorte, qui a été la mi-novembre, là, le mouvement des Gilets jaunes qui a démarré, l'occupation des ronds-points, les manifestations dans toutes les grandes et petites, voire moyennes villes françaises. Et puis, la démarche que vous avez eue dans ce livre, parce que ce n'est pas une sociologie des Gilets jaunes, justement, c'est d'expliquer comment cette explosion, ce mouvement a été possible. Allez-y. Bonjour, ou plutôt bonsoir, excusez-moi. Bonsoir à toutes et tous. Et puis, merci de votre accueil, merci de votre invitation, merci de votre présence. Pour répondre à votre question, effectivement, si je veux décrire le livre que j'ai écrit, qui a été écrit entre le 15 décembre 2018 et le 15 janvier 2019, c'est-à-dire très court et en prise directe avec l'événement qu'était le mouvement des Gilets jaunes. Le plus important dans le... c'est pas le plus important dans le livre, mais enfin, le plus important quand on regarde le livre, c'est pas le titre, c'est le sous-titre, ce qui a rendu possible les Gilets jaunes. Alors, pourquoi c'est important ? C'est que, effectivement, vous l'avez dit, c'est pas une explication de ce que sont les Gilets jaunes ou de ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes, surtout que entre le 15 décembre et le 15 janvier, le mouvement est en cours et il est difficile d'en dire une chose définitive. Même encore aujourd'hui, avec bientôt 1 an de recul, c'est encore difficile de saisir la complexité, le côté composite du mouvement. Ce qui m'a intéressé, c'est de savoir pourquoi un tel mouvement avait été possible. Alors, sur quoi je me fonde pour faire ça, pour avoir cette prétention ? Je me fonde tout simplement sur mes observations, c'est-à-dire que c'est mon métier. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien. J'essaye d'appliquer à l'observation des relations sociales
effectivement ce que Marcel Gauchet a pu m'apprendre, et d'autres, en tout cas, les outils des sciences humaines et de la philosophie politique qui sont à ma disposition. Et ce que je fais, c'est, je travaille avec beaucoup d'entreprises, avec des syndicalistes, et j'essaye d'observer les transformations du travail, d'essayer d'observer les transformations des relations sociales et des rapports sociaux. Or, qu'est-ce que j'observais depuis un certain temps? C'est deux choses. La première, c'est, alors c'est pas très nouveau, mais c'est le délitement des corps intermédiaires tels qu'on les a connus voilà, depuis des décennies. Est-ce que si vous pouviez juste caractériser ce délitement en quelque sorte, nous dire... Le délitement, c'est que... alors si je devais le définir, c'est... Ils ont achevé leur programme historique. Je vais m'expliquer là-dessus. Ils ont achevé leur programme historique, et donc ça veut dire qu'ils ne font plus recette, c'est-à-dire qu'ils n'attirent plus les jeunes générations, on va dire, hein, les individus quand ils réfléchissent. Alors si on prend ce que je connais le mieux, les syndicats, mais on pourrait regarder aussi les associations d'éducation populaire, le mouvement mutualiste, ce genre de choses. Si on les regarde, spontanément, les individus contemporains n'ont pas forcément envie de s'inscrire dans ce type de collectif et ne voient pas immédiatement l'utilité qu'il y a à s'engager et à s'engager pour ce type de mouvement. Alors, ça, c'est le symptôme. La raison, et c'est ce que je dis, c'est qu'à mon avis, peut-être que je m'exprimerai un peu plus là-dessus, je détaillerai un peu plus, c'est que je crois qu'ils ont achevé leur programme historique, c'est-à-dire que ce sont des organisations à qui a été confiée une tâche dans ce que j'appelle le compromis social-démocrate qui a été forgé, on va dire, dans l'après-guerre, après 1945. C'est quoi ce compromis social-démocrate? C'est de dire qu'il y a un conflit social au sein de la société, tout simplement une lutte des classes, et que pour que cette lutte des classes ne nous entraîne pas, alors soit vers la révolution bolchevique, soit de l'autre côté, éventuellement via un capitalisme débridé sur des réactions de type fasciste, nationaliste, etc. Si on veut faire tenir ensemble la société, il faut qu'il y ait un certain compromis entre des forces sociales, et que pour ça, il faut accepter ce conflit et qu'il faut le réguler. Et pour ça, il faut qu'on fasse appel à des forces, notamment des syndicats, mais pas seulement, à des institutions, notamment, je pense à tout le mouvement, vous m'avez parlé tout à l'heure que j'avais travaillé dans l'assurance chômage, c'est une organisation paritaire. Le paritarisme, c'est une partie de ça. Tout ce qui se met en place dans les entreprises à la fin de la guerre, à travers la représentation collective du personnel, à travers les comités d'entreprise par exemple, c'est une manière de réguler le conflit social et de confier la gestion du conflit, la négociation du conflit à des organisations. Or, il se trouve que le conflit social, et je pense que c'est l'une des leçons des Gilets jaunes, le conflit social ne se dit plus, ne se montre plus, n'émerge plus de la même manière en 2018 ou 2019 qu'il n'était pendant, on va dire, les 30 Glorieuses et pendant ces décennies. Donc c'est ça, achever leur programme historique, c'est-à-dire qu'elles sont là, ces organisations, notamment je pense aux syndicats. Laurent Berger, il n'y a pas très longtemps, donc le secrétaire général de la CFDT disait il ne faut pas oublier que le syndicalisme peut être mortel. Donc, oui, effectivement, le syndicalisme est mortel. Moi, je ne pense pas qu'il va mourir, mais il devra se régénérer, il devra se changer, il devra s'adapter. En tout cas, ces organisations-là, et on le voit très bien, par exemple, sur tout ce qui est éducation populaire, les mouvements d'éducation populaire, ils seront obligés de bouger. Donc, qu'est-ce que j'observe? J'observe effectivement cette transformation des corps intermédiaires. Je le vois très bien dans les entreprises. Le dialogue social devient très formel. Il a du mal à être vivifié, notamment par l'arrivée de nouveaux militants, nouveaux adhérents et nouveaux adhérents plus jeunes. Ça, c'est la première chose. Et puis, la transformation du conflit, d'une manière générale, avec un évitement du conflit interindividuel.
C'est-à-dire que on voit arriver sur le marché, parce que je crois qu'il y a un marché pour ça, des avocats, des coachs, des médiateurs, c'est-à-dire tout ce qui permet à l'individu, on va dire de nouveaux intermédiaires, qui vont permettre à l'individu de ne pas affronter un conflit interindividuel trop fort et pour pouvoir continuer à vivre et à vivre en toute autonomie. Et alors, c'est ça que j'observe. Arrive le mouvement des Gilets jaunes et je me dis, mais en fait, toute une partie de ce que je suis en train de penser, qui est, encore une fois, qui n'est pas révolutionnaire, hein, mais ce que j'observe, j'en ai une partie sous les yeux. Ça serait peut-être l'occasion d'aller voir d'un peu plus près ce qui se passe et d'essayer, alors là encore, en prenant le risque de penser à chaud, sur l'événement, en prise directe avec ce qui se passe, avec l'histoire qui est en train de se faire, essayer de décrire un petit peu pourquoi un tel mouvement a été possible. Et je vais m'arrêter là juste, l'explication qui se met en place dès le 17 novembre quasiment, ou je dis dès le 17 novembre, parce que le 17 novembre au soir, Laurent Berger dit bon, il faut maintenant qu'on nous écoute, nous les syndicats, nous les corps intermédiaires, nous la société civile organisée, il faut qu'on nous écoute, on est prêt à négocier, et on sent derrière qu'il y a l'idée, qui n'est pas formulée comme ça, mais d'une grande négociation de type Grenelle, et il se fait envoyer promener par les représentants autoproclamés des Gilets jaunes, notamment Éric Drouet, qui dit mais c'est qui ce type ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Et l'explication qui se met en place tout de suite, c'est de dire Emmanuel Macron a tenu à distance les corps intermédiaires, ce qui est vrai, mais c'est pour ça qu'il se retrouve seul face à la colère du peuple. Et donc, pour pouvoir régler le problème, il suffit de remettre les corps intermédiaires entre le peuple et le gouvernement au centre du jeu. Et il suffit de réinstaller la société civile dans ce qu'elle a de canonique, j'allais dire, depuis une cinquantaine d'années. Or, je pense que pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là, c'est précisément l'inverse qu'il faut penser. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est de dire les Gilets jaunes sont possibles parce que d'abord Emmanuel Macron était possible. Et Emmanuel Macron était possible parce que les corps intermédiaires sont affaiblis. Et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, ils ont achevé leur programme historique. D'abord les partis politiques, ce qui a rendu Macron possible, son élection possible. Et ensuite, les Gilets jaunes. Donc tout est à reprendre, non pas comme avant, c'est-à-dire remettre les corps intermédiaires au centre du jeu. Tout est à reprendre sur qu'est-ce qui s'est transformé dans les rapports sociaux dans ces dernières années ou dernières décennies pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Alors, vous venez de parler de la fin des conflits sociaux, ou de conflits sociaux qui s'atténuent, en tout cas organisés ou portés par des voies syndicales. Vous donnez une illustration dans le livre qui en est une parfaite illustration, justement, c'est que vous parlez du début 2018, la réforme de la SNCF, qui peu ou prou passe sans trop de désagréments pour les usagers et sans mouvement social massif dans la rue. Et puis, quelques mois plus tard, pour la hausse des taxes, c'était la taxe carbone, augmentation du prix des carburants, et ça explose. Le pays est à feu. Alors pourquoi cette fin, ce que vous dites, cette fin des conflits et la fin de la voie des syndicats ? Qu'est-ce qui a fait que les syndicats ont échoué ? Enfin, ou échouent en tout cas, ils n'ont pas échoué pendant la période qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui n'arrivent plus à porter de combat ou rarement. Oui, alors il faut être précis. Les syndicats... globalement, n'ont pas échoué. Enfin, il y a des accords qui se signent tous les jours dans les entreprises, il y a de la négociation, etc. Enfin, je pense que toute cette activité de négociation, d'accords conventionnels, etc., elle existe, elle est forte. Le problème, c'est qu'elle est un peu isolée, un peu seule par rapport à l'ensemble du corps social de la nation. C'est-à-dire qu'il ne représente plus. Et il y a une difficulté à représenter, en tout cas une difficulté des individus à se sentir représentés. Et
ce que je vois, et je vais répondre à votre question, mais juste, ça me permet de préciser ça, ce qu'on voit aujourd'hui suite aux ordonnances, dont elles sont appelées ordonnances Macron, donc les ordonnances sur le Code du travail qui sont prises dès l'été et l'automne 2017, donc fusion des instances représentatives du personnel, réduction du nombre de mandats, possibilité laissée aux entreprises de pouvoir négocier sur à peu près tout, notamment tout ce qui concerne les réorganisations. Et Dieu sait que les entreprises aujourd'hui fonctionnent par projets qui se succèdent, et donc il y a besoin de réorganiser quasiment en permanence et donc de négocier sous ces réorganisations. On voit bien que les employeurs ont besoin d'avoir des syndicats en face, ont besoin d'avoir de la représentation des salariés. Donc eux ont intérêt à avoir en face d'eux et des syndicats et donc derrière des élus représentants du personnel pour pouvoir avoir des interlocuteurs. Est-ce que les salariés, eux, ont besoin d'avoir ces représentants-là? C'est toute la question. C'est toute la question. Moi, je ferme la parenthèse. La SNCF, c'est extrêmement intéressant. Les réformes de la SNCF, c'est toujours très inflammable, les réformes qui touchent à la SNCF. On a tous en tête 1995. 1995, c'est extrêmement intéressant. Un sociologue avec qui je travaille, qui est un vieux sociologue des organisations, qui s'appelle Henri Vaquin, avait inventé l'expression en 1995 de grève par procuration. Et l'expression était très juste, c'est-à-dire qu'on donnait, l'opinion donnait aux cheminots une procuration pour les représenter, pouvoir faire grève à leur place, enfin à sa place, si on prend l'opinion, en tout cas l'ensemble des salariés, pouvoir faire grève à leur place. Et donc, on leur reconnaissait un privilège qui était de pouvoir représenter, parce qu'eux, ils avaient cette possibilité de faire la grève à ce moment-là, une grève par procuration, de pouvoir représenter l'ensemble de ceux qui ne pouvaient pas forcément faire grève. Et le blocage du pays en 1995 autour des grèves de la SNCF, de la RATP, d'autres métiers, etc., mais surtout de la SNCF, elle était finalement relativement populaire. 2018, réforme du statut de la SNCF, il y a des grèves. Ce qui est mis en avant par l'opinion, c'est de dire, mais ces grèves-là, elles sont illégitimes. Ce sont des privilégiés. Et on va chercher les privilèges alors de transport, on va chercher, etc. Donc là où les cheminots avaient un privilège, celui de représenter, ils devenaient des privilégiés et qui devaient, au contraire, lâcher leurs privilèges à travers cette réforme. Ce que j'ai essayé d'enregistrer du passage de 1995 à 2018, c'est qu'il me semble qu'on est passé de ce que j'appelle une égalité sociale ou une égalité de protection à une égalité libérale ou une égalité d'autonomie. C'est-à-dire que, alors c'est un point un peu compliqué, mais c'est intéressant à le comprendre. C'est important de le comprendre. C'est-à-dire que l'égalité en France, c'est une passion extrêmement forte qui nous vient de notre histoire, mais surtout de la Révolution. Et il y a deux moments dans la Révolution où cette égalité est affirmée avec force. Alors, il y en a plein, et il y a des moments même paroxystiques autour de la terreur, mais il y a deux moments en 1789, dans l'été 89. Il y a le serment du jeu de paume, où là, on reconnaît à tous les citoyens une égalité pour faire un peuple, et c'est cette égalité sociale-là qui, au cours de l'histoire, va irriguer toute l'histoire sociale, et notamment quand on construit l'État-providence, on a ça, c'est-à-dire qu'il faut faire un peuple à travers des individus égaux. Et puis, il y a la nuit du 4 août. La nuit du 4 août, c'est l'abolition des privilèges. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas, puisqu'on est égaux, on ne reconnaît pas aux privilégiés la possibilité d'être au-dessus. Mais je crois que ce qui se joue dans ces deux réformes de la SNCF, c'est à chaque fois un imaginaire révolutionnaire qui est mobilisé. En 95, c'est l'imaginaire, on va dire, du serment du jeu de paume. On peut se reconnaître dans des représentants autoproclamés que seraient les cheminots parce qu'ils représentent cette égalité de protection, cette égalité sociale.
En 2018, c'est plus possible. On a changé d'époque. Et ce qui est mobilisé là, c'est un imaginaire de nuit du 4 août. C'est-à-dire qu'il faut abolir les privilèges. Il est insupportable d'avoir des privilégiés. Et en fait, qu'est-ce que j'enregistre ? Et c'est important pour la question des Gilets jaunes. Qu'est-ce que j'enregistre du passage de l'un à l'autre ? C'est qu'on a changé quasiment de société. On est rentré dans ce que j'appelle une société de marché. Société de marché, c'est pas le marché au sens économique du terme, c'est-à-dire que c'est pas l'économie de marché capitaliste où tout le monde aurait acquiescé à ça. Non, c'est plutôt une vision des relations sociales typiquement issue de cet imaginaire d'égalité et de refus des privilèges. C'est l'idée qu'il y a une compétition sociale. Qu'il y a une concurrence sociale, une compétition scolaire, une affirmation identitaire, une recherche d'autonomie, et que les droits individuels et les intérêts de chacun doivent s'équilibrer comme sur un marché. Et c'est ça, c'est cet imaginaire-là, quand je parle de société de marché, cet imaginaire-là. Eh bien, on le voit en 2018 autour de la réforme de la SNCF, et quelques mois plus tard, ça explose avec le mouvement des Gilets jaunes. Parce que je crois fondamentalement que le mouvement des Gilets jaunes tel qu'il est, alors juste un point sur quand on parle des Gilets jaunes, parce qu'il suffirait que je mette un gilet jaune là pour être les Gilets jaunes. C'est un mouvement, comme vous savez, il y a la métonymie. La métonymie, c'est une figure de style qui prend la partie pour le tout. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement métonymique. C'est-à-dire qu'il suffit que je mette un gilet jaune pour être les Gilets jaunes. Et qu'une caméra stand, un micro stand, en disant bah alors, vous les Gilets jaunes, vous pensez quoi ? Et donc, c'est un mouvement qui est très composite et qui a muté. Quand je parle du mouvement des Gilets jaunes, tel que moi je l'ai observé, c'est vraiment ce qui se passe entre le 17 novembre et on va dire la fin du mois de décembre. À partir de janvier, il se passe autre chose. Les mouvements politiques, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, ont repéré le mouvement et se sont dit qu'il fallait qu'ils s'en servent. Il y a une infiltration. Voilà, on est dans autre chose. Mais au départ, je crois fondamentalement que ce mouvement-là n'est absolument pas un mouvement, on va dire, pour ce que j'ai appelé une égalité sociale. C'est un mouvement libéral. C'est-à-dire que c'est un mouvement dont l'imaginaire des individus est un imaginaire extrêmement libéral, d'autonomie individuelle, de volonté de se débrouiller seul, d'affirmation du travail comme valeur essentielle de la vie. C'est-à-dire que les gens qui se mobilisent sur les ronds-points le 17 novembre, c'est un samedi. Puis le 24 novembre, c'est un samedi. Et le 1er décembre, c'est un samedi. C'est-à-dire que le reste du temps, il se passe quoi ? Le reste du temps, ils travaillent. C'est-à-dire que ils peuvent le faire le samedi parce que c'est précisément le jour où ils ne travaillent pas. Et donc, il y a quelque chose autour du travail qui est extrêmement fort. Il y a donc valeur travail, valeur d'autonomie, valeur de débrouillardise. Et là, je rejoins mes intermédiaires dont je parlais tout à l'heure. Alors, on ne le voit pas forcément au milieu dans le mouvement des Gilets jaunes, mais je crois que ce type d'individu est en recherche d'intermédiaires nouveaux qui ne soient pas les corps intermédiaires historiques dans lesquels on demande de renoncer à une part de soi-même pour adhérer à quelque chose de plus grand que soi. On recherche au contraire des intermédiaires personnalisés, des intermédiaires immédiats qui vont nous donner un coup de main et nous augmenter en tant qu'individus autonomes le plus rapidement possible. Et ça, c'est vous allez même jusqu'à dire que parmi ces nouveaux intermédiaires, les youtubeurs peuvent en être. Oui, absolument. Les youtubeurs peuvent en être. En fait, je parle de tutos. Je dis qu'on est dans une société de tutos. Le tuto, c'est quoi ? Quand vous voulez faire une recette de cuisine, faire un aménagement chez vous, savoir quel médicament, comment vous voulez prendre un médicament, où aller en voyage, etc. Il y a sur YouTube des tutos. Et il y a toujours des personnes qui sont prêtes à faire une petite vidéo, à vous expliquer comment vous devez faire. Le tuto, c'est ça. C'est une sorte d'intermédiaire qui vous permet, en restant vous-même, en restant chez vous, de vous augmenter, d'avoir plus d'autonomie. Et c'est extrêmement important. Je crois que cette société de tuto, c'est une société adaptée à ces individus de la société de marché qui ont comme valeur suprême l'autonomie et qui ne cherchent pas dans leurs engagements à avoir des engagements
trop engageant, donc ça ne doit pas durer longtemps, on doit pouvoir s'en défaire à tout moment. Ça, c'est un point important. Juste peut-être, si vous me permettez, juste une explication là-dessus. Le rapport que on avait traditionnellement au collectif et à l'engagement dans un collectif, si je pense, alors moi j'ai 50 ans, mais si je pense à mes parents qui ont 90 ans, peut-être même leurs parents, il était naturel d'être d'un quartier, d'être d'un parti, d'être d'un syndicat, d'être d'une église, d'être d'un métier. Et pour pouvoir être soi-même, pour pouvoir exister en tant qu'individu, il fallait s'inscrire dans un collectif. Les autres étaient le meilleur vecteur pour accéder à soi-même. Et donc quand je m'inscrivais, quand j'adhérais à une organisation, quand je faisais corps avec une organisation, je m'augmentais, je devenais plus moi-même. Et on le voit bien dans tout le mouvement ouvrier, par exemple, à travers l'adhésion à des syndicats forts ou à des partis. Je pense au Parti communiste, par exemple. C'était le parti. On allait pour les militants communistes, mais c'est pareil pour les militants socialistes du Nord, par exemple, aller dans la section locale et trouver une convivialité, trouver des ressources en termes d'explication du monde, en termes de sociabilité, en termes aujourd'hui on dirait d'empouvoirment, c'est-à-dire que voilà, qu'est-ce qui nous augmente, qu'est-ce qui nous rend plus fort. Mais pour ça, il fallait s'inscrire dans un collectif, il fallait adhérer à quelque chose. 50 ans plus tard, ou même plus, enfin bon, on va dire en 2018-2019, si je dis 2018, c'est pour faire référence aux Gilets jaunes, c'est exactement l'inverse qui se passe. La psychologie de l'individu s'est transformée. Aujourd'hui, on se sent plus soi-même quand on close son adhésion, quand on met fin à son engagement, quand on se reprend, quand on divorce d'avec ses appartenances, quand on dit « Ok, il y a ça, mais moi je suis moi-même, et pour être moi-même, il faut que je me reprenne ». Et ça, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous avez en tête, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une publicité pour la Française des Jeux, où on voyait un salarié qui avait gagné au loto, et il arrivait, il était déguisé en je sais pas quoi, en canard ou un truc comme ça, et il arrivait, il disait « Au revoir président, au revoir président ». C'est-à-dire que le moment où le salarié pouvait dire « Là, je démissionne », là, en fait, comme individu, il jubilait. C'est un moment, il se reprenait comme individu lui-même. Il avait dû jouer un jeu, le jeu du collectif. Il avait dû jouer, mettre un masque, le masque du salarié. Il avait dû voilà, avoir un costume, ne serait-ce qu'un costume. Il y a encore pas si longtemps, voilà, il fallait être habillé, cravate, etc. dans certains endroits. Et quand on peut se reprendre, mettre fin à une adhésion, là on est vraiment soi-même. C'est-à-dire que l'autre, ou les autres, le collectif, n'est plus le vecteur principal pour se retrouver soi-même. Au contraire, c'est quand je me mets à distance du collectif. Donc je veux bien m'engager. Parce que souvent quand je dis ça, on me dit oui, mais vous ne vous rendez pas compte, dans les associations, il y a beaucoup de gens, les gens s'engagent, etc. Oui, mais si on regarde d'abord, les chiffres sont plus nuancés que ça, mais c'est des engagements locaux. C'est des engagements ponctuels, c'est des engagements qui précisément ne doivent pas être trop engageants. Et ça, je crois que comprendre cette dimension de psychologie de l'individu contemporain, c'est essentiel pour comprendre notre rapport aux corps intermédiaires, au collectif. C'est une forme d'individualisation. C'est une individualisation, des destins, bien sûr. Quoi, exactement, exactement. Autonomie, individualisation. Philippe. Oui, mais en même temps, Ouais. juste par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes, vous n'en parlez pas, enfin vous en parlez dans le livre, ces gens qui sont là sur les ronds-points, la plupart du temps, ne sont pas des salariés d'entreprise. Beaucoup sont des travailleurs indépendants, sont des... donc ils sont, enfin je veux dire, ils ne sont pas dans des collectifs aussi parce que probablement ils sont dans ces situations où ils se débrouillent tout seuls déjà, d'une certaine manière, ils essayent de se débrouiller tout seuls. Alors ça ne veut pas dire que ce que vous dites sur les syndicats n'est pas vrai, parce qu'on a vu dans les organisations, dans les entreprises, et vous
citer quelques exemples. Des collectifs s'organiser alors qu'il y a des organisations syndicales. On a vu des mouvements naître que les syndicats ont suivi. Voilà, ils n'étaient plus forcément à l'initiative. Vous racontez même, je crois, le cas d'une DRH ou d'un DRH, je ne me souviens plus, qui avait comme interlocuteur dans l'entreprise, et alors qu'il y a des organisations syndicales et toutes les organisations nécessaires au sein de l'entreprise, c'est une association de salariés qui devient son interlocuteur. Donc, effectivement, il se passe des choses. Il refuse qu'elle le soit. Voilà. Parce qu'il a besoin des syndicats, lui. Oui, voilà. Alors, mais quand même, ces gens-là ne sont, pour la plupart, pas des salariés d'entreprise. Alors, vous mettez le doigt sur deux aspects. D'abord, que les gilets jaunes... Attention à ce que vous allez dire, il y a quelqu'un qui râle. Donc on commence à avoir des enquêtes sur qui sont vraiment enfin qui sont vraiment, qui sont en tout cas dans certains endroits. On commence à avoir des monographies qui sont dans certains endroits les personnes qui se sont mobilisées sur les ronds-points. Il y a effectivement pas que des salariés, où il y a effectivement un peu de salariés, mais il y a aussi des travailleurs indépendants. Il y a des auto-entrepreneurs, il y a des artisans, des professions libérales, etc. Alors, pourquoi je dis que vous mettez le point sur deux choses importantes? La première, c'est que j'ai parlé d'individualisation, de recherche d'autonomie, etc. Le mouvement des Gilets jaunes, et c'est pas sans raison, il part des lieux de l'atomisation sociale. C'est le périurbain. Avec une revendication forte qui est on habite effectivement dans ces lieux qui sont périurbains, mais on a besoin, ne serait-ce que de notre voiture, donc d'où l'insistance sur la taxe carbone, pour aller travailler là où se trouve le travail, c'est-à-dire dans les métropoles. Donc ça c'est la première chose. Ça provient des lieux de l'atomisation sociale. Et l'une des choses qui ont été observées à travers et ça a été beaucoup mis en avant dans la presse, à travers l'analyse de ce qui se passait sur les ronds-points, c'est la convivialité et la fraternité des ronds-points. C'est une chose. C'est-à-dire qu'on peut être d'un individu très individualiste, mais sans être égoïste. C'est-à-dire en voulant, en trouvant de la chaleur et de la chaleur humaine, et en trouvant des personnes qui partagent notre mode de vie et notre situation sociale sur les ronds-points et trouver ça agréable, ce qui fait que c'est aussi un mouvement qui notamment sur les ronds-points, a perduré un certain temps parce que c'est dur, mais ça on le sait par exemple quand on voit les fins de grève. C'est dur de revenir à la situation normale quand on a vécu un moment très intense et qu'on s'est aperçu qu'on partageait finalement avec d'autres des choses qui nous rendaient plus forts. Les lieux de l'atomisation sociale, ça je pense que c'est effectivement vrai. Et alors l'atomisation sociale, c'est quoi? Et c'est le deuxième point, c'est effectivement, ils ne partagent pas un statut. D'où salarié. Il y a des salariés. J'ai des cas de... L'autre jour, j'ai discuté avec une DRH d'une entreprise à Grenoble. Elle a des salariés qui ont, tous les samedis, ont occupé l'usine. Donc c'était à la fois des syndicalistes et des gilets jaunes, et c'était des salariés. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'artisans, d'entrepreneurs. Ce qui fait le lien entre toutes ces personnes, c'est pas le statut, salarié, auto-entrepreneur, artisan, pression libérale, etc. C'est le mode de vie. Et c'est le mode de vie par rapport à la situation qu'on occupe, à la place qu'on occupe dans l'économie de service telle qu'elle s'est redéfinie ces dernières décennies. J'essaye de mettre en lumière, et j'aimerais un jour pouvoir aller plus loin dans la description de cette situation-là. Je décris ce qu'est en fait aujourd'hui l'économie de service. L'économie de service, c'est une économie qui a deux faces. Ce que j'appelle un front office de la société et un back office de la société. Alors,
J'essaye de trouver d'autres termes parce que souvent le terme back-office, front-office n'est pas forcément bien vu. C'est Pierre Veltz, qui est un économiste, parle de travailleurs de l'arrière. Ou d'autres parlent de classe de service et en face de classe de loisirs. Enfin, l'idée, c'est quoi? C'est que pour que en ville, vous puissiez vivre, alors soit déambuler en ville, soit vivre votre travail de manière épanouie en choisissant le temps, le lieu et la façon de l'exercer. Pour ça, donc pour être d'une certaine manière libéré des contraintes du travail, il faut que d'autres, que j'appelle le back-office, soient eux au contraire dans une contrainte plus forte et dans un travail contraint. Or, on le voit bien, que ce soit des magasiniers d'Amazon, que ce soit des chauffeurs livreurs, que ce soit des aides-soignantes, que ce soit des artisans, etc. Toutes ces personnes-là qui se sont mobilisées, c'est le back-office de la société. C'est-à-dire que c'est ceux qui viennent en appui de la société de consommation, de la société de service. C'est-à-dire que, en gros, c'est quoi? C'est que pour que le matin je descende et que je m'installe dans un café internet et que j'ai à disposition tout ce que je vais trouver, alors savoir le café le matin jusqu'à les sushis bien faits à midi, puis ensuite si je veux commander quelque chose, que ça m'arrive via Amazon, etc. Pour que j'ai cette liberté à ma disposition, ça veut dire que depuis 4 heures du matin, il y a des gens qui travaillent de manière contrainte pour m'offrir ça. Et c'est ça le front office et le back office. Le front office, c'est quoi? C'est des personnes qui vivent leur travail ou qui vivent tout simplement libérées du temps, du lieu et de la manière de travailler. C'est-à-dire que je peux choisir de travailler où je veux, je peux choisir de travailler quand je veux, je peux choisir de travailler comme je veux. Mais pour ça, il faut qu'il y en ait d'autres qui travaillent pour moi. Alors, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que quand le matin, il y a 25 ans, vous descendiez chercher votre pain, il y avait un boulanger qui avait travaillé toute la nuit. Sauf que là, c'est toute l'économie qui s'est reconfigurée de cette manière. Et alors juste un exemple. Je suis allé faire donc quand le grand débat a commencé, je suis allé à Lille un jour, et ce jour-là, il s'est mis à neiger, à neiger, à neiger. Donc quand on est rentré, on était plusieurs dans la voiture, et on a doublé sur 25 km des files de camions arrêtés, parce que la police leur a demandé de s'arrêter, sur 2 files, et il devait être 1h du matin. C'est-à-dire que c'est ça le back-office. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont toute la nuit être mobiles, bouger, livrer, conditionner, préparer pour que toute la journée, une classe, alors on l'appelle classe de loisirs, classe... pardon, il y a un terme anglais, mais il ne me revient pas comme ça, pour qu'elle puisse s'émanciper des temps et des lieux. Et donc c'est ça, dans votre question, moi j'entends ça, c'est-à-dire que oui, ce sont des personnes qui vivent loin des villes, mais qui ont un travail de service pour ces villes-là. Et donc la question qui se pose derrière, qui est une question sociale essentielle, c'est comment je fais pour habiter à 25, 30, 40, 50 km de l'endroit où je vais aller travailler, si en plus le prix de l'essence augmente. Oui, alors peut-être vous pouvez y revenir. Vous expliquez en fait qu'on a accusé Macron d'avoir voulu supprimer les corps intermédiaires, et vous dites non, Macron, il est déjà le produit de la société de marché, et c'est pas lui enfin, il a voulu un lien direct avec la population, mais c'était déjà parti, quoi. Il a profité de l'épuisement des partis politiques. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il n'y a pas un fautif qui aurait assassiné les corps intermédiaires, même s'il ne les a pas favorisés. Hein. Voilà, il faut aussi rendre justice. Je pense que
l'incompréhension de la CFDT, par exemple, et de Macron, la compréhension mutuelle, alors même que je pense que la plupart des militants CFDT ont dû voter pour Macron, en tout cas une bonne part, pensant qu'en plus ils provenaient de leur, enfin pas de leur rang dans le sens où il était encarté la CFDT, mais ils provenaient de leur rang dans le sens où idéologiquement il en provenait. Écrivant dans la revue Esprit, étant actionnaire de la revue Esprit, étant une sorte de fils spirituel, un peu autoproclamé, mais quand même de Michel Rocard, etc. Et donc la compréhension mutuelle, elle est assez saisissante sur cette question-là. Effectivement, Macron n'est pas le grand criminel, même si, voilà, c'est sûr que c'est, je sais pas comment dire, il a donné les coups de couteau, mais c'est pas lui qui avait le couteau là, c'est pas lui qui est allé chercher le couteau. Et donc, en fait, d'abord c'est ça, c'est bien parce que les partis politiques étaient épuisés, il a profité de cet épuisement-là. Donc c'est bien parce que les corps intermédiaires, alors pris dans leur ensemble, associatifs, syndicaux, politiques, même médiatiques, étaient on va dire épuisés, dans le sens ils ont épuisé leur programme historique, étaient dans cet état d'épuisement que d'abord il a pu être élu contre tout cet ensemble de partisans, et qu'ensuite le mouvement des Gilets jaunes a été possible. Et donc ça veut dire quoi? C'est juste ce que je disais tout à l'heure, mais il faut peut-être aller un cran plus loin. Ça veut dire que demain on ne peut pas, me semble-t-il, vouloir dire on revient comme c'était avant et on organise des grandes conférences sociales, on met les partenaires sociaux dans la boucle. D'abord parce que je pense que même s'il dit qu'il en a besoin aujourd'hui pour sa réforme des retraites, je crois que fondamentalement il n'a pas changé dans sa tête. C'est-à-dire que je me réfère à un article qu'il a écrit dans la revue Esprit en 2011, je crois, où il dit très précisément, cet article, lisez-le, c'est vraiment assez clair, il dit très précisément comment il veut organiser les choses. Et il dit qu'il faut remettre, mais ce en quoi il n'a pas complètement tort, il dit que si on veut remettre de la lisibilité dans le paysage politique et social, il faut remettre les acteurs à leur place. Et donc ça veut dire que les régions, les villes, etc. doivent retrouver quel est leur espace de légitimité dans lequel ils ont une responsabilité. Et notamment, les syndicats doivent être, et pour lui, c'est les entreprises. Et c'est là que se trouve le grand malentendu avec cette société civile qui, elle, et je prends la CFDT parce qu'elle est à la fois le premier syndicat sur l'ensemble des salariés publics et privés, et aussi parce que c'est elle qui a pensé le plus loin cette articulation-là, elle pense précisément qu'elle participe à l'intérêt général, que la société civile participe de l'intérêt général et que ce n'est pas que l'État qui incarne l'intérêt général. D'où l'incompréhension. Mais l'incompréhension, on la voyait déjà, elle était très manifeste quand Laurent Berger, toujours lui, a signé une tribune avec des présidents d'associations au moment de la loi Asile et Migration, en disant mais accueillir les migrants dans ces conditions-là, ce qui se prépare dans la loi Asile et Migration, c'est pas possible. La réponse de Macron, c'est la même réponse qu'Éric Drouet quand Laurent Berger dit il faudrait peut-être maintenant qu'on discute. C'est qu'est-ce qu'il vient faire ici? Alors il ne l'a pas dit comme ça, hein, mais c'est le même type de réaction. C'est vous n'avez rien à faire sur ce dossier. Votre dossier, vous, c'est les conditions de travail, les salaires, etc. dans l'entreprise. Chacun dans sa case. Chacun à sa place. Ce en quoi la CFDT répond non, notre place, elle est bien sur cet intérêt général. Voilà, on a vocation à parler d'autre chose que du travail, même si on parle à partir du travail et on peut élargir les choses. Donc on voit bien cette incompréhension-là. Donc je crois qu'on ne reviendra pas en arrière. Mais ça veut dire que la question, elle est posée pour le coup, pas tellement au président de la République, même si voilà, il faut quand même qu'il réfléchisse avec qui il discute. Il ne peut pas ne faire que discuter en direct avec le peuple. La question, elle est posée aux organisations de la société civile. Et alors, pour moi, ce qui me
concerne le plus, que je connais le mieux et ce qui m'intéresse peut-être le plus, au syndicat. Savoir comment vous allez montrer que vous avez bien demain une utilité. Votre légitimité, on est prêt à vous l'accorder. D'ailleurs, c'est reconnu dans la loi, etc. Mais faites la preuve de votre utilité, eu égard à ce que je disais tout à l'heure sur les nouvelles conditions du rapport au collectif que chacun entretient pour lui-même. C'est-à-dire que quand vous avez des individus qui veulent ne pas être trop engagés tout le temps, quand même voulant participer de certaines choses, des individus qui veulent se reprendre, des individus qui ont besoin de soutien. Parce que l'autonomie, c'est aussi ça, la question de ce que j'appelle nouveaux intermédiaires, que ce soit les tutos, que ce soit les avocats, les coachs, les médiateurs, les psys, enfin tous ces métiers-là. La leçon, c'est que pour être autonome, on a besoin d'un tiers. On ne peut pas être autonome comme ça parce qu'on l'a décidé. On a besoin d'un tiers. Mais ce tiers, effectivement, il doit être personnalisé, pas trop engageant, et c'est plus une prestation qu'on a avec lui plutôt qu'un engagement de fidélité. Et donc, si la nouvelle donne sociale, c'est celle-ci, c'est de ça qu'il faut partir si on veut reconstruire de l'engagement, qu'il soit associatif, syndical ou autre. Donc, en gros, vous dites les syndicats doivent aussi pouvoir intégrer des individus, alors qu'ils ont été conçus pour des collectivités qui avaient des problématiques identiques. Voilà. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut que les syndicats aillent quelque part, être une offre vis-à-vis de ces individus, c'est ça? Oui, je crois que c'est oui, je l'aurais pas dit comme ça, mais je suis d'accord avec vous. C'est toute la question, c'est de renverser l'ordre de la représentation. Quand je parlais tout à l'heure des cellules du Parti communiste ou des sections du Parti socialiste, on y allait parce qu'on allait savoir quoi penser. On allait avoir un moyen de décrypter le monde et de décrypter notre situation. Qu'est-ce qui pèse sur nous ? Et donc, on pouvait l'interpréter en termes de lutte des classes, en termes de choses comme ça. Mais on s'en remettait à d'autres qui, eux, savaient. Ils avaient été formés, ils avaient été choisis. C'était des élites. Et tout le travail représentatif, il était là. C'est-à-dire de dire, vous ne savez pas, vous êtes des gens importants parce que c'est vous qui portez l'avenir de l'humanité, mais en même temps, vous ne savez pas. Et donc, il y a des personnes qui savent mieux que vous, et c'est ces personnes-là qui vont vous représenter. Tout le travail représentatif était de cet ordre-là. Je crois que la nouvelle donne individualiste, elle oblige à renverser totalement la pyramide, et non pas de partir du sommet, genre je vais vous représenter parce que je sais mieux que vous, mais au contraire de se mettre à l'écoute de ce qui surgit d'en bas. Alors non pas parce que les individus seraient... comment dire, il ne faut pas faire du basisme, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est plus près du terrain ou plus près de la souffrance qu'il y a plus de vérité. C'est que si on veut faire un travail de représentation, il faut bien partir des situations réelles que vivent les gens, avec cette difficulté, parce que là, d'un seul coup, on a une difficulté, on l'a bien vu avec les Gilets jaunes, et on l'a bien vu, je ne sais pas si vous avez participé à des séances du grand débat. Moi, pour en avoir alors à la fois animé, participé, etc., à plusieurs, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que les personnes sont capables, à la différence d'il y a une trentaine d'années, de parler très bien de leur situation, de parler très bien de ce qui pèse sur elles. Si j'employais un terme qu'on employait autrefois, de dire d'où elle parle, d'où parles-tu camarade ? Je parle je suis telle personne, j'ai telle situation, etc. Ce qui était très frappant dans les séances du grand débat, comme quand les micros se tendaient auprès des Gilets jaunes, c'est cette capacité de faire d'abord
des phrases courtes, etc., bien pensées pour les médias, et surtout d'expliquer d'où on parlait, qui on était, quelles étaient les difficultés qui pesaient sur nous. Et pour avoir parlé, moi j'habite à Paris, et donc j'ai fait beaucoup de manifestations, j'ai suivi beaucoup de manifestations de Gilets jaunes à Paris. Donc j'ai essayé de discuter avec des gens d'où ils venaient. Alors c'était marrant, c'était des personnes, alors après c'était un peu, à partir de janvier ça a changé, mais jusqu'à mi-décembre, des personnes qui venaient de partout en France, qui souvent n'avaient jamais mis les pieds à Paris. C'est vrai, elles me posaient la question, je dois aller à tel endroit, c'est où, machin. Ils avaient tous Google Maps, ils cherchaient. J'ai dit, alors le problème, c'est que vous devez prendre ces trucs, mais là, vous avez un cordon de police, donc vous n'allez pas passer. Et donc, et une capacité à dire qui on est, ce qu'on vit, comment on le vit, qu'est-ce qui pèse sur nous. Donc ça, c'est très bien. Et il faut partir de ça. Toute la difficulté, c'est de se hausser à un niveau de généralité, au niveau de l'intérêt général, tout simplement. Ce qui était le travail, dire que tout à l'heure quand je disais qu'on s'inscrivait dans des collectifs, on renonçait à une part de soi, il fallait épouser la cause. Et donc ça veut dire épouser la cause, c'était se hausser au niveau de la cause, au niveau de l'intérêt général. Cette cause, elle servait l'intérêt général. Là, la difficulté, c'est que une fois qu'on a dit qui on est, ce qu'on veut, ensuite c'est je veux tout de suite que ça change. Puis d'ailleurs, la solution, c'est Macron démission. Mais ça va pas très loin. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas du basisme, se mettre à l'écoute des masses. C'est tout le travail représentatif, il commence à ce niveau-là. Donc, écouter les individus, oui, et avec un travail représentatif qui est important. Et ce travail représentatif-là, il passe, quand je parlais des nouveaux intermédiaires, il passe par des relations personnalisées, une offre d'aide qui soit concrète, immédiate, et qui réponde aux besoins des gens. Et ça, c'est extrêmement, c'est être un tuto. Je pense que voilà, c'est ça, c'est le syndicalisme demain. Il ne sera pas que tuto, mais il y a une part de tuto. Quand je parle, je peux développer ça ? Allez-y, allez-y. Mais justement, quel est l'avenir des syndicats ? L'avenir des syndicats. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne lis pas dans le Marc Café. Hein. J'essaye d'utiliser l'apport d'un sociologue américain qui s'appelle Hirschman et il a écrit un livre où il met en avant quelles sont les possibilités d'action d'un individu face à la défection d'un système. Et il dit il y a 3 possibilités. Et en anglais, ça fait exit, voice, loyalty. Exit, c'est quoi ? C'est je fous le camp, je fais défection, je m'en vais, je déserte. Je fais sécession. Le combat ne m'intéresse pas, je pars, j'essaie de me débrouiller autrement. Exit. La deuxième chose, c'est voice. Voice, c'est je donne de la voix, je me fais entendre, je combats. Et puis loyalty, c'est je courbe le dos, j'essaye de comprendre, je joue le jeu. Je vais essayer de me débrouiller avec ça, je fais le dos rond. Voilà. Je pense qu'en fait, il faut reprendre ces 3 catégories-là et les appliquer à ce que peut faire le syndicalisme. Loyalty, donc la loyauté, jouer le jeu, c'est quoi ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce nouveau travail. Alors dans les entreprises, là pour le coup, dans les situations de travail, dans les collectifs de travail. Ce n'est pas forcément des salariés, mais parce qu'on voit bien aujourd'hui que tout le travail syndical, c'est essayer d'aller vers des collectifs de travail qui sont pas salariés. On parle beaucoup aujourd'hui de l'économie de plateforme, c'est chauffeur, comment ça s'appelle Uber, mais les VTC, voilà, les coursiers à vélo, les livreurs, etc., qui sont souvent des auto-entrepreneurs, qui sont souvent isolés. Donc, comment est-ce qu'on arrive à les grouper ? Comment est-ce qu'on arrive à travailler pour qu'il y ait un peu de droit collectif ? Donc là où il y a des situations de travail, c'est de repartir de ces situations de travail et c'est de les faire émerger dans la négociation et d'avoir un véritable
dialogue professionnel, dialogue du travail. Enfin, vraiment, c'est ça qui est très important. Et ça, je pense que pour le coup, les syndicats l'ont compris, les syndicats le font. Alors, je donne mon livre plusieurs exemples, que ça soit à la CGT, à la CFDT, à l'UNSA, à la CGC. Enfin, il y a des entreprises. Ça, c'est en train de bouger, c'est en bonne voie. La deuxième chose, c'est Exit. Exit, c'est tous ces salariés qui, alors salariés ou là encore, hein, ou pas forcément, pas que les salariés, mais beaucoup les salariés, qui voudraient pouvoir être mobiles, pouvoir bouger d'entreprise, pouvoir bouger de travail, etc. Il faut revenir à ce qu'était le projet originel des bourses du travail. Et là, dans la région, voilà, Fernand Pelloutier, voilà, c'est le coordinateur des bourses du travail, et voilà, il était, si je ne me trompe, de Saint-Nazaire. Et donc, comme Laurent Berger. Comme Laurent Berger, oui, bien sûr. L'un était un petit peu plus anarcho-syndicaliste que l'autre, mais dans tout syndicaliste sommeille un anarchiste. Il y a pas et donc, c'est quoi le projet originel des bourses du travail? C'est de pouvoir fournir des services pour que on puisse aller d'employeur en employeur, qu'on puisse trouver du secours, qu'on puisse... voilà, c'est toute ce qu'on appelle aujourd'hui le syndicalisme de service, mais en tout cas qui est extrêmement important sur cette notion d'exit, le syndicalisme de l'exit, c'est-à-dire de pouvoir aider les gens à bouger. Aujourd'hui, qui le fait? Deux types d'acteurs. Les avocats. Aujourd'hui, je vois beaucoup dans les entreprises, je le détaille un peu dans le livre, mais beaucoup l'irruption des avocats en droit du travail qui négocient de la rupture conventionnelle. Oui, de la rupture conventionnelle, des départs, des choses comme ça. Avec parfois, ce que me disent des DRH, c'est... alors, les syndicalistes m'en parlent, ils me disent souvent... les salariés viennent me voir en disant tu veux pas négocier pour moi, et d'ailleurs tu as un service juridique, j'aimerais bien négocier. Alors bah ouais, prends ta carte, ok. Et puis une fois qu'il est sorti de l'entreprise, boum, il renouvelle pas son adhésion. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose à penser sur les passages avec une portabilité de la cotisation syndicale. Enfin, je sais pas, il y a un truc à penser. Les DRH racontent quoi? Que voient arriver, alors soit ils disent bon, écoutez, est-ce qu'on peut discuter de mon départ? Ou est-ce qu'on peut discuter de votre départ? Enfin, voilà, ça marche dans un sens comme dans l'autre. Et là, tout de suite, qu'est-ce qui se met en action? C'est les syndicats qui vont négocier. C'est-à-dire que quand je parlais de l'évitement du conflit interindividuel tout à l'heure, c'est exactement ça. On peut continuer à être collègues parce que les avocats discutent en dehors et sont en train de négocier. Quand ils sont arrivés à s'entendre, on revient, c'est bon, on signe et on part. Nouveaux intermédiaires. Et les autres acteurs qui s'occupent de ça, c'est des startups qui aujourd'hui travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle en anglais le switch, c'est-à-dire passer d'un emploi à l'autre, etc., qui sont des espèces de coachs qui essayent de donner plus de pouvoir d'agir aux salariés pour qu'ils puissent passer d'un emploi à l'autre. Et bien là, il y a des gisements, me semble-t-il, pour un travail syndical important, avec derrière les bourses du travail. Et puis, dernière chose, c'est Voice. Alors ça, c'est ça, c'est le travail classique. Quand on imagine le syndicalisme en France, on voit un type avec un gilet fluo, des pneus qui brûlent, et le mec qui fait la grève et qui bloque. Je pense que Voice, ça c'est quelque chose qui va changer. Donc Voice, c'est le combat, c'est donner de la voix, c'est vraiment se faire entendre. Il me semble que dans l'entreprise, aujourd'hui, le rapport de force est complètement déséquilibré. Je le disais tout à l'heure au départ. On a des employeurs aujourd'hui qui entretiennent un syndicalisme dont ils ont besoin pour pouvoir négocier, des accords. Et donc, le rapport de force, il est difficile. Donc, le rapport de force, je pense qu'il sera à l'extérieur des entreprises. Et dans l'économie de service dont je parlais tout à l'heure, l'économie fordiste, donc les 30 glorieuses, la social-démocratie, il y avait une sorte d'alliance, on va dire, entre le capital et le travail, pour faire vite, sur le dos des consommateurs. Typiquement, ayant ça en tête, c'est la phrase de Ford qui disait le client peut avoir la voiture de la couleur qu'il veut pourvu que ça soit du noir.
C'est-à-dire que le client, c'est pas la préoccupation. On fait de la production de masse. Donc on produit des voitures en masse, puis le client, il prendra ce qu'on lui donne. L'économie de service, et notamment portée par l'économie numérique, c'est totalement reconfiguré avec une alliance entre le consommateur et le capital, au détriment du travail. Et donc, comme le travail n'est plus assez fort à l'intérieur des entreprises pour peser, il faut qu'il pèse de l'extérieur des entreprises. Et ce que j'imagine, je pense, c'est une hybridation du travail des ONG et du travail syndical pour défendre de l'extérieur les conditions de travail, pour défendre de l'extérieur les droits des salariés. On l'a vu aux États-Unis, c'est des choses qui commencent à s'imposer, même si on sent aujourd'hui un regain syndical aux États-Unis, un regain de la conflictualité sociale, etc. Et en France, on peut, alors peut-être que les alliances qui sont passées, par exemple, avec la CFDT et l'UNSA et la CFTC, avec des ONG autour du pacte de pouvoir de vivre, ça peut dessiner peut-être un peu ça, ou ce que fait la CGT avec des ONG elles sont un peu plus radicales dans qu'on s'appelle l'affaire du siècle, vous savez, qui porte plainte contre l'État. Il y a peut-être des choses comme ça. En tout cas, une hybridation, et pour mener ensuite, donc hybridation ONG-syndicat, pour mener des campagnes et enrôler l'opinion sur les situations de travail dans les entreprises et prendre à témoin les consommateurs en disant mais est-ce que vous voulez vraiment consommer des produits qui sont fabriqués de cette manière-là, avec ces conditions de travail-là, etc. C'est ça que je vois, donc c'est un syndicalisme de l'extérieur. Syndicalisme de l'expérience, syndicalisme de l'exit, syndicalisme de l'extérieur. Revenons juste à un petit point d'histoire. Vous écrivez à un moment que la social-démocratie, enfin les 30 glorieuses, etc., l'après-guerre, n'a pas réussi en France à structurer d'organisations puissantes, comme ça a été le cas en Allemagne ou en Europe du Nord. Pourquoi cet échec? Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Alors ça, c'est une question redoutable, question historique. Pour le dire très vite, tel que moi je le perçois, la théorie républicaine, la théorie politique républicaine, telle qu'elle s'installe, alors pas dit explicitement comme ça, mais enfin pas dit comme républicaine explicitement en 1789, mais très rapidement, c'est qu'entre l'individu et ses représentants, il n'y a rien. D'où l'interdiction des corporations, d'où le décret d'Allard, le Chapelier, etc. Et donc, pour qu'il y ait naissance de corps intermédiaires, et notamment d'un fait syndical important, il faut attendre un siècle. 1884, la loi sur les syndicats, et 1901, la loi sur les associations. Mais quelque part, c'est le mouvement social qui va s'imposer à la République et aux radicaux républicains de l'époque pour qu'ils acceptent de faire droit à de la représentation collective d'intérêts, pour le coup, privés. Et le mouvement syndical en France est plus toléré que véritablement accompagné, voulu, etc. Ce qui va en faire, d'abord, un syndicalisme qui n'aura jamais énormément d'adhérents, même s'il a plus d'adhérents que les partis politiques, qui restera souvent un peu clandestin, qui sera un syndicalisme de contre-société. Et le mouvement socialiste, ou social-démocrate, enfin socialiste à cette époque, il naît avec l'idée que, voilà, c'est la théorie socialiste, il va représenter les intérêts de la classe ouvrière. Sauf qu'il y a un autre acteur qui veut le représenter, c'est le syndicalisme. En Europe du Nord, les deux, alors en Europe du Nord, les deux ont marché ensemble. En Grande-Bretagne aussi,
sachant que le Parti travailliste est issu du syndicalisme, et le syndicalisme est représenté dans le parti, en France, on voit bien, 1905, naissance du parti de la SFIO, hein, du Parti socialiste, 1906, charte d'Amiens, et la charte d'Amiens dit quoi? Elle dit la politique, c'est la politique, nous, on est le syndicalisme et on représente, avec l'idée même, et c'est dans la charte, que le syndicat sera, alors je ne sais plus la formulation exacte, mais la cellule de base de la recomposition sociale. Donc il y a un moment où le syndicat peut devenir politique et n'a pas besoin du politique en tant que tel. Alors ça, c'est le premier temps. Donc on voit bien qu'il y a une incompréhension là entre, et qui ne sera jamais comblée par le Parti socialiste qui avait vocation à être un parti social-démocrate et donc à entretenir des liens. Une fragmentation syndicale aussi pour d'autres raisons. Et donc on voit bien que ce lien, c'est pas fait. Donc il n'y a pas eu d'organisation social-démocrate comme en Europe du Nord. Néanmoins, alors juste, je vais développer après, mais et il y a aussi un autre aspect, c'est que toute cette contre-société syndicale, donc c'est le mutualisme, c'est les caisses de secours, c'est les centres de santé, c'est l'organisation, les bourses du travail, et c'est tout ça, ce qui forme tout c'était la contre-société solidaire et solidariste du mouvement ouvrier. Toute cette contre-société va être reconnue, étendue à l'ensemble de la société à travers les mécanismes de sécurité sociale après la guerre. Enfin, dès les années 30, mais surtout après la guerre. Et on va enrôler les organisations syndicales dans la gestion de l'État social. Et donc, là encore, les partis politiques sont laissés à distance. Vous avez un État fort, un État républicain, qui a du mal à reconnaître, et quand il le reconnaît, il l'enrôle. Et donc le parti politique est laissé en lisière. Donc, pas d'organisation social-démocrate de ce nom-là, et pourtant, un compromis social-démocrate. Le compromis social-démocrate, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est reconnaissance du conflit et possibilité de réguler le conflit pour qu'on n'aille pas vers une situation révolutionnaire ou un capitalisme qui écraserait les individus. Donc on est bien en social-démocratie, mais pas la social-démocratie institutionnelle comme en Europe du Nord. Alors je dis on est bien, on garde un État social, on était, puisque toute ma démonstration, c'est de dire que ce monde-là est révolu, le compromis social-démocrate a vécu, et qu'on est aujourd'hui dans une autre société que j'appelle société de marché, beaucoup plus individuelle. Alors, dans cette société de marché, en même temps, il y a des choses assez étonnantes, surprenantes. On a quand même l'impression, même si les partis politiques se sont effacés, qu'on n'a jamais autant causé de politique ou posé d'actes politiques. Si on prend les jeunes qui défilent régulièrement par milliers, les universités populaires ou cafés citoyens, etc., ça mobilise toujours. Nous, on est partenaire ici d'un café citoyen à la périphérie de Nantes. C'est 120, 150 personnes, un ou deux jeudis par mois, qui se réunissent pour parler de sujets divers et variés. Ça bouillonne toujours. Mais ça bouillonne tout seul dans son coin, c'est ça ? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, ça bouillonne, oui, bien sûr. Moi, j'y vois deux choses. D'abord, on est en France. On est un peuple politique. On est un peuple avec un imaginaire politique. Il y a deux choses qui sont très surprenantes avec les Gilets jaunes. C'est un truc qui est quand même assez remarquable. D'abord, la France est quand même le seul pays où, quand il y a un mouvement social comme ça, au bout de 15 jours, les gens réécrivent une constitution. Tout le monde a son idée. J'ai retrouvé un texte de Tocqueville qui disait qu'en 1789, donc il écrit ça dans, je crois que c'est des notes préparatoires à l'Ancien Régime, son livre qui s'appelle «L'Ancien Régime et la Révolution», il dit en 1789, on ne pouvait pas discuter avec un paysan dans la campagne sans qu'il vous dise ses idées pour réformer l'État. Eh ben, en 2019, vous n'avez pas un gilet jaune qui vous donne ses solutions pour réformer l'État, pour écrire une constitution, pour dire il faut le référendum d'initiative citoyenne, etc. Ça, je crois que c'est quand même très propre à la France. Premier élément.
Donc on est un peu plus politique. Donc voilà, je pense que la politique, elle est là. Sauf qu'elle n'est pas reconnue comme telle, et ça, c'est un autre. Ah oui, quel débouché, en fait. Oui, c'est ça. C'est le problème. Le deuxième aspect, qui est aussi très remarquable, c'est que l'imaginaire a enjambé un siècle d'histoire. L'imaginaire convoqué par les Gilets jaunes, l'imaginaire politique convoqué par les Gilets jaunes, c'est pas 1968. Je l'ai écrit que c'était 68 et en fait, je me suis trompé, j'ai écrit trop vite. C'est pas 68, c'est pas 36, c'est pas 1848. Même si le 1er décembre, on peut se dire on a une journée révolutionnaire de type 1830 ou 1848, mais en fait non. Leur imaginaire, c'est les sans-culottes. L'imaginaire, c'est les sans-culottes. C'est le peuple en section qui se révolte et qui voilà. Et qui ne veut pas d'autres représentants que lui-même. Et donc, on voit bien que souterrainement, il y a un imaginaire politique qui vient de très 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 loin, puisque voilà, c'est la Révolution, qui agit toujours les individus. Alors, je ne réponds pas complètement à votre question en disant ça. Après, le deuxième aspect, pour répondre plus précisément, donc un, on est en France. Deux, sans doute y a-t-il de l'effervescence. Mais l'engagement, bon, il faudrait aller voir plus près les ressorts de l'engagement, notamment dans les grèves pour le climat, etc. Je crois qu'ils correspondent à ce que je décris de l'engagement aujourd'hui dans des collectifs. Pas trop engageant, on peut s'en dégager rapidement, ça ne demande pas à se changer radicalement. Je lisais hier un article, il y avait une étude sur les personnes qui s'engagent dans alors les grèves pour le climat, les manifestations pour le climat, etc. Est-ce qu'ils changent leur manière de faire, de consommer, de vivre, de machin, etc. Les initiateurs, oui. Les gens qui sont engagés dans les associations type Extinction Rébellion, les militants, oui, ils changent leur manière de faire. Les autres, non, ils continuent à utiliser leur smartphone, à consommer des sushis et à refaire le monde dans un internet café. Mais je pense que ça, c'était également vrai au moment des grandes mobilisations politiques fin des années 60, début des années 70. Tout le monde dissertait sur la rupture avec le capitalisme, est-ce que c'était la voie chinoise, la voie cubaine, la voie chilienne, la voie je sais pas quoi. Est-ce que ça changeait la vie des gens dans leur vie quotidienne? Les militants, oui, les vrais militants, oui, avec des gens qui partent vivre en communauté, qui partent, etc. Le reste, le gros des troupes, j'en suis pas sûr. Merci. On va passer aux questions. Alors, il y a un micro. Alors, il y a une question au fond. Essayez de poser des questions. Il marche, non? Ah bah attends, on peut prendre un... Alors, il y a le monsieur au fond d'abord, puis après vous. À gauche d'abord, monsieur. Je prends d'abord ceux qui ont un gilet jaune, non? Essayez de poser des questions courtes et précises, s'il vous plaît. Bonsoir, Xavier Guillaume, et là je vais parler au titre d'un syndicat que vous avez évoqué plusieurs fois, la CFDT. Pour le coup, c'est vrai qu'un mouvement comme celui des Gilets jaunes, on aura besoin encore de beaucoup de temps et de beaucoup de recul, vraisemblablement, pour en tirer vraiment à la fois les enseignements et puis en tirer la substantifique moelle. Ce qui m'étonne dans vos propos, mais j'ai peut-être raté une partie de vos propos justement, c'est que la demande initiale quand même de ce mouvement, c'est une demande qui s'adresse aux politiques. Et vous insistez davantage sur l'aspect syndical qui est présent aussi, hein, et évidemment qu'un mouvement social comme celui-là nous questionne parce que vous l'avez pointé, vous le dites très bien, sur les ronds-points se tenait évidemment un certain nombre de salariés, mais se tenait aussi effectivement, et vous l'avez évoqué, donc un certain nombre d'indépendants, mais aussi des retraités, des personnes retraitées, et en nombre parfois important et significatif.
plusieurs périodes peuvent être aussi peut-être repérées dans ce mouvement des Gilets jaunes. L'élan de novembre-décembre, il est complètement différent de ce qui reste aujourd'hui de ce mouvement. On est passé d'ailleurs des ronds-points au centre-ville. Et quel centre-ville? Pas les petites villes, mais les grandes agglomérations, et avec aujourd'hui cette espèce de Tour de France qui fait qu'à la 44e semaine, nous avons eu l'honneur d'avoir la manifestation ici à Nantes nationale, donc des Gilets jaunes. Et donc du coup avec aussi des récupérations, et des récupérations qui sont pour le coup violentes. Sur les évolutions évidemment du militantisme au sens général, c'est vrai que ce soit dans le monde des associations, des ONG, dans le monde syndical ou bien dans les partis, c'est vrai que nous sommes traversés par plusieurs questionnements sur la nature de l'engagement et du militantisme. Pour autant, c'est assez difficile aussi de généraliser et de se dire que tout est perdu ou au contraire, on passe à autre chose et l'individualisme prévaut. Je fais partie aussi d'une ONG, on est passé en moins de 10 ans de 20 000 membres à 120 000 membres. La CFDT que vous avez citée, globalement, elle est plutôt en hausse sur 10 ans là aussi, même si ce n'est pas une grosse hausse, mais globalement, c'est largement stable et ça va de l'avant. Et pour le coup, effectivement, je rejoins ce que vous avez pointé à un moment donné, c'est effectivement cette notion de rendre service. Et c'est vrai que je dirais que la demande individuelle, je l'aperçois aussi comme vous, en tout cas nous l'apercevons aussi comme vous à la CFDT, donc sur cette notion effectivement de retour entre guillemets sur investissement, temps passé, engagement, formation, et effectivement donc le syndicat de service, c'est quelque chose sur lequel en tout cas la CFDT planche et pour lequel un certain nombre d'initiatives ont déjà sont portées et sont encore développées. Donc voilà, enfin, en tout cas, voilà, c'était juste quelques commentaires, pas vraiment de questions, mais c'est juste surtout cet aspect de demande politique, alors que vous semblez insister sur cet aspect syndical. Parce que pour avoir participé, pour le coup, à certaines des réunions liées au grand débat et même discuter avec effectivement des Gilets jaunes, la première des demandes quand même, finalement, en résumant ou peut-être en caricaturant, c'est la demande d'égalité. C'est criant, ce sentiment d'injustice, notamment sur des aspects parfois fiscaux, ces grands détournements, évasion fiscale et autres dimensions qui sont pointées par des Gilets jaunes et de façon parfois véhémente. Et ce sentiment d'injustice, il était, à mon sens, un des moteurs très forts de ce mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Merci. Alors, on va prendre la question suivante. Courte, si possible. Je vais la faire courte. Je suis Olivier Brunet, je vais parler à titre absolument individuel de quelqu'un qui a vécu longtemps en Belgique et aussi en Espagne. Et donc, je voudrais élaborer un tout petit peu et vous pousser sur la notion de colère française, très française. Bon, vous élaborez à juste titre sur l'évolution des corps intermédiaires. Est-ce que les Gilets jaunes, ce n'est pas non plus le grand malentendu français de l'État? L'État, avec un grand E, représenté par un président de la République, un seul président. Nous ne parlons pas du tout des parlements, nous ne parlons pas du tout d'autres structures. Et moi, je n'arrive pas à expliquer les Gilets jaunes à mes amis de Belgique, même si certains Belges ont suivi un peu le mouvement. Et je suis très francophone, donc je suis capable malgré tout de décrypter le malaise français, mais je pense que ça réinterroge fondamentalement non seulement les corps intermédiaires, mais l'État, et donc aussi la question de l'État central et du président de la République. Enfin, c'est une anomalie française d'estimer qu'une personne est capable de résoudre tous les problèmes. Merci. Alors, on va prendre la troisième question qui est là, et puis après, Denis Maillard va répondre. Oui. Quelle pourrait être la comparaison, excusez-moi, la comparaison qu'on pourrait faire avec mai 68? En mai 68, nous sommes sentis très impliqués dans la société. Avec les Gilets jaunes, nous l'avons plutôt vécu en spectateur, sans très bien savoir à quoi ça servait. Donc, je dirais, est-ce qu'il y a vraiment la mutation de la société que vous avez évoquée?
je ne l'ai pas senti du tout, si vous voulez. Nous ne la sentons pas actuellement, alors que mai 68, nous l'avons vécu comme vraiment une mutation de la société. Là, nous l'avons vécu comme un spectacle qui n'est pas tout à fait réjouissant d'ailleurs, avec les bagarres qu'il y avait par ailleurs. Merci. Ouais, la dernière, allez-y. Puis après, s'il y a d'autres questions qui surgissent. Merci. Donc, vous avez commencé votre exposé en demandant pourquoi ce mouvement a été possible. Et je n'ai pas entendu la réponse, en fait. Alors, je vais vous donner ma réponse. C'est que, en fait, on est dans une société d'argent où, quand on se retrouve le 15 du mois à découvert, un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, on le vit comme une humiliation profonde, d'où une grande colère. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est j'ai écouté avec attention le débat d'Emmanuel Macron à France Culture face aux intellectuels et j'ai été très dérouté parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout compris le mouvement. Et donc la question que je vous adresse, c'est effectivement du côté des CSP+, pourquoi aussi peu de réactions et de volonté de faire ensemble? Le peuple est en train de se lever, une partie du peuple, et on aimerait bien que les élites, les prolos, se mettent ensemble quoi, pour trouver des solutions. S'il n'y avait pas la peur de se faire couper la tête. Si, il y a eu un moment une peur de se faire couper la tête, ça c'est très clairement. Le 1er décembre, c'est ce jour où l'Arc de Triomphe a été vandalisé. Il y a eu des batailles dans Paris et partout, mais pas qu'à Paris, dans beaucoup de villes en France. Emmanuel Macron était à l'étranger, le pouvoir a flotté. Est-ce qu'on était ce jour-là dans une journée révolutionnaire de type les Trois Glorieuses de 1830 ou une journée révolutionnaire de 1848 ? Je ne crois pas. Ça en avait tous les signes, mais c'était pas ça. C'était pas ça tout simplement parce que, alors le pouvoir a tremblé. Éventuellement, il y aurait pu avoir un palais qui était pas l'Élysée parce qu'il était bunkerisé, mais d'autres ministères qui auraient pu être envahis. Il y aurait pu avoir des batailles rangées toute la nuit. Les Gilets jaunes ont dit on n'a pas cru à notre propre force, la prochaine fois on le fera. C'est peut-être pas possible parce que je crois que les Gilets jaunes ne demandent pas autre chose que ce qu'ils ont déjà. Mais simplement, et c'est pour ça que votre intervention, monsieur, est très juste, ils ne demandent pas autre chose qu'ils ont, à savoir, ils ne demandent pas de changement de République, on peut changer le numéro de la République, mais ils ne demandent pas... en 1830, on est en monarchie, en 1848, on est en monarchie, on demande autre chose en termes de régime politique. Ils sont démocrates, ils sont républicains, et ils demandent ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils demandent l'actualisation de la promesse qui est faite, et effectivement une actualisation de la promesse d'égalité. Et je ne sais plus qui parlait tout à l'heure d'égalité, oui, monsieur. Effectivement, c'est une chose très importante. Plus que d'égalité, je crois, et c'est ce que vous dites sur les fins de mois qui sont difficiles, etc., c'est de dignité. Je crois que le grand mot des Gilets jaunes, c'est la dignité. Et il faut s'entendre sur qu'est-ce qui a rendu possible. Alors moi, je le prends, qu'est-ce qui a rendu possible souterrainement, depuis des années, qu'est-ce qui a travaillé la société, qui fait qu'à un moment, un mouvement est comme ça. Après, vous avez raison sur qu'est-ce qui a rendu possible les choses. Il y a un moment, il y a l'impossibilité de pouvoir vivre dignement de son travail. On travaille, on joue le jeu, et à la fin, c'est plus possible. On n'a rien pour vivre. Donc, ce n'est pas une révolte contre le travail. Donc là, on n'est plus dans l'imaginaire, d'abord né en 1848, de l'imaginaire du mouvement ouvrier, du mouvement social classique, etc. À savoir, il faut partager la valeur, donc s'en prendre aux employeurs, au capital, etc. C'est une fois qu'on a joué le jeu et qu'on a travaillé, parce que le travail est une valeur essentielle qui donne cette autonomie et cette dignité à l'individu, une fois qu'on a joué le jeu du travail, qu'on a fait vraiment ça,
qu'est-ce qui nous reste pour vivre? Pour consommer. Et la consommation, ce n'est pas une indignité. C'est-à-dire que j'ai reçu une lettre d'un lecteur qui m'a dit votre livre m'a enchanté, super, nanana, mais enfin franchement, ces gens qui se révoltent pour pouvoir aller au cinéma ou au McDonald's avec leurs enfants, franchement, ils n'ont pas autre chose à faire. Ben non, ils n'ont pas autre chose à faire. C'est-à-dire que pouvoir emmener, et c'était on était vers Noël, et les gens disaient, mais moi je voudrais pouvoir, parce que je travaille, qu'il m'en reste suffisamment, une fois que j'ai payé mes taxes, mon électricité, mon chauffage important et l'essence de la voiture, je voudrais pouvoir faire en sorte d'aller une fois au restaurant, de pouvoir offrir des choses à mes enfants pour Noël, etc. Et donc, alors après, là, je reprends la casquette de l'analyste. C'est quand je vous disais que c'est une révolte quelque part libérale. Oui, c'est libéral au sens quasiment politique. C'est-à-dire que c'est l'égalité, la dignité, vouloir pouvoir vivre dignement de son travail et pouvoir consommer. Et la consommation, c'est pas la bêtise, le fétichisme de la marchandise, comme disait Marx, c'est l'authentification que quand j'ai travaillé, je peux jouir des fruits de mon travail. C'est-à-dire que je suis un citoyen et que je suis intégré, etc. D'où le grand malentendu autour de l'assistanat. Le grand malentendu autour de l'assistanat. Je cite dans le livre, il y a eu un article dans Le Monde où il y a un portrait d'un couple de gilets jaunes. Lui, il est cariste, elle aussi, mais elle, je crois qu'elle ne travaille pas. Ils ont des enfants. Et ils détaillent quels sont leurs revenus. Ils ont 2400 euros voilà. de revenus mensuels et ils se font insulter par les lecteurs. Et voilà, et les lecteurs les insultent en disant attendez, moi je paye des impôts pour que vous puissiez offrir des Nike à vos enfants, mais enfin c'est n'importe quoi, parce qu'effectivement ils touchent des aides et tout. Mais en fait, grand malentendu, les deux disent la même chose. Le couple de gilets jaunes, qui n'arrive pas à vivre de son travail, et donc qui reçoit des aides sociales parce que voilà, ils sont en dessous des seuils qui font que, etc. C'est le mécanisme de l'État social qui se met. Il n'y a aucune fierté à ça. Quelque part, quand ils détaillent le revenu dont ils disposent, ils mettent de côté les aides parce que ça, c'est pas produit du travail. Ça, c'est la solidarité, oui. Mais ils disent la même chose que les lecteurs qui les insultent. Savoir, on voudrait pouvoir vivre dignement de notre travail. Et donc, ça veut dire que derrière la mise en cause, et là je reviens à ce qui était dit, je ne sais plus par qui, la mise en cause de l'impôt, de la manière dont il pèse sur tout le monde, ou pas, et vous parliez de CSP+, effectivement, des élites qui s'exonèrent des contraintes qu'ils font peser sur les autres. Parce que la taxe carbone, elle a été vécue comme ça. Elle a été vécue, c'est des gens qui sont dans les villes, qui utilisent peu leur voiture, qui vont augmenter, qui décident d'augmenter, à travers le Parlement, etc., qui décident d'augmenter les taxes que vont payer des gens qui, eux, ont besoin de leur voiture. À l'origine du livre, j'avais écrit un article qui s'appelait « Ceux qui conduisent et ceux qui nous conduisent ». Je crois qu'il y a une grande incompréhension entre ceux qui conduisent, parce que c'est le symbole de la mobilité et ils en ont besoin de leur voiture. Je l'ai expliqué tout à l'heure, l'économie de service, le back-office, etc. Et puis ceux qui nous conduisent et qui se conduisent assez mal. Alors, je vais répondre à la question qui m'était posée sur le... Juste quand même, l'incompréhension aussi avec les intellectuels. Oui, mais les intellectuels par rapport au mouvement. Oui, alors j'ai pas regardé ce qui s'intitulait débat, qui est en fait un monologue du président avec la possibilité pour les intellectuels de lui poser des questions. Alors je ne sais pas bien quoi en dire, j'ai pas tout regardé. Je suis pas sûr qu'ils comprenaient pas les gilets jaunes. En tout cas, je pense qu'il c'était pas un débat, donc il n'y avait pas de possibilité de questions, de réponses, de pouvoir développer des arguments, etc. C'est surtout des questions à Emmanuel Macron. Il y a un moment, je crois que c'est Michel Veviorka, sociologue, très deuxième gauche, etc., qui pose une question sur les corps intermédiaires.
Et Emmanuel Macron lui répond, mais vos corps intermédiaires, vos fameux corps intermédiaires, je crois qu'il dit un truc comme ça, mais s'ils avaient fonctionné, je ne serais pas là. Et ça, je crois que c'est la vérité de ce qui s'est joué. Alors, je reviens, vous me dites, la demande des Gilets jaunes a été adressée aux politiques, et finalement, vous parlez des syndicats. Oui, parce que je ne parle pas des Gilets jaunes. Enfin, ce n'est pas un livre sur les Gilets jaunes, même si je prends prétexte. Mais ce qui est important, effectivement, ça a été adressé aux politiques. Mais précisément, pourquoi je parle d'Emmanuel Macron et des corps intermédiaires, c'est précisément, c'est que l'explication qui a été mise en avant, et notamment par la CFDT, c'est ce manque de corps intermédiaires, ce que je veux bien entendre. Mais si on se dit, si le mouvement vient d'un manque de corps intermédiaires, donc interrogeons-nous sur les corps intermédiaires, et si je m'interroge sur les corps intermédiaires, je retombe forcément sur le syndicalisme. Vous voyez, c'est un peu cette question-là. Je vais revenir après sur les questions des ONG. Sur mai 68, je ne sais pas bien quoi vous dire, si ce n'est que j'ai peur que vous ayez une illusion, une illusion d'optique. J'ai l'impression dans votre question que vous dites, moi j'étais en mai 68 et j'ai vraiment vu la société bouger parce que j'en étais un acteur, et là finalement je vois des gens s'agiter, je suis un spectateur, je ne vois pas bien ce qui bouge. Peut-être, enfin voilà, il y a c'est peut-être votre place qui a bougé simplement, mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais je crois que c'est un mouvement, alors pas du tout comme mai 68, effectivement, c'est pas la même chose. Mais je crois que c'est un mouvement qui a généré son lot d'utopie comme 68. La focalisation sur le référendum d'initiative citoyenne va tout changer. Ça vaut bien le Larzac, sous les pavés la plage, etc. Enfin, c'est pas les mêmes acteurs. C'est pas les mêmes acteurs. Mai 68, il y a deux mai 68. Enfin, il y a deux révoltes de 68. Il y a la révolte des étudiants, et c'est celle qui est célébrée année après année par Cohn-Bendit et tous ces gens-là qui n'en finiront jamais d'occuper la scène publique, parce qu'ils sont la jeunesse, ils sont la génération, etc. Et puis il y a un autre 68 qui est souvent un peu oublié, qui est le 68 du monde du travail, et qui a posé une question essentielle. Et là, pour le coup, après, ça a beaucoup bougé, et je crois que la question n'est pas éloignée de celle que posent les Gilets jaunes. Enfin, en tout cas, elle est dans la continuité. La question que pose le monde du travail, dans les grandes grèves de mai-juin 68, le pays s'arrête. Hein. Il ne s'arrête pas parce qu'il y a des étudiants dans la rue, il s'arrête parce qu'il y a des grèves. Eh bien, c'est la question de est-ce que je vais perdre ma vie à la gagner? C'est-à-dire que quel est le sens du travail? Quel est le sens d'un travail taylorisé, d'un travail à la chaîne, d'un travail où je ne peux pas m'épanouir, où je ne peux pas m'exprimer, etc. Ceux qui ont répondu, c'est le patronat. C'est le patronat. Dès 1972, aux assises du CNPF à Marseille, Ribou fait un grand discours et il dit j'ai entendu ce qui s'est passé, et ça va être le début de l'individualisation du travail, de la subjectivisation du travail, etc. On a entendu l'individu qui se révoltait contre sa condition au travail. Je crois que les Gilets jaunes, il y a un lien avec le travail qui est essentiel. Alors c'est pas je ne veux pas perdre ma vie à la gagner, c'est-à-dire je veux jouer le jeu pour gagner ma vie. Voilà, c'est ça qui a bougé. Mais je pense que alors pour l'instant, ça ne s'est pas traduit électoralement, mais je crois que profondément, il y aura un avant et un après les Gilets jaunes en France, c'est sûr. Voilà. Alors, dernière chose, le grand malentendu français de l'État, je suis d'accord avec vous, mais je ne pense pas avoir les mêmes conclusions que vous. C'est-à-dire que ce qui est sorti mise en cause, c'est la personne d'Emmanuel Macron, mais en même temps, moi, ce que j'ai entendu partout, c'était Macron démission, écoute-moi, Macron démission, reçois-moi. C'est ça, c'est-à-dire que il y a quelque part, je ne peux pas le dire autrement que Macron démission, mais la seule personne dont je veux être écouté, c'est Macron, c'est le président de la République. Et je crois qu'on sort encore plus présidentialisé du mouvement des Gilets jaunes qu'on ne l'était avant le mouvement. Et je crois que la pente, alors je peux me tromper et je veux bien être démenti par les faits, ça ne sera pas un problème. La pente institutionnelle, ça sera sur une présidentialisation accrue de la vie politique et pas au contraire, comme le pense
beaucoup de gens, notamment à gauche, vers une 6e République qui ferait droit à un Parlement renouvelé et à un président qui non, Macron est sorti en majesté. Le coup de génie, c'est le grand débat, et c'est d'avoir personnifié le grand débat, et d'avoir. La réponse est arrivée un peu tard. Avec quelques personnes dès le 17-18 novembre. Bassem Assé est là et on en avait discuté à ce moment-là. On était plusieurs à dire c'est des cahiers de doléances qu'il faut. On est dans cette situation-là, et donc on imaginait des conférences citoyennes, des choses comme ça. Ça a été le grand débat, qui est arrivé plutôt comme une concession que comme une proposition. Et donc c'est pour ça que les Gilets jaunes s'y sont pas ralliés. Donc c'est arrivé un peu tard, mais je crois que c'était quand même à une crise où des personnes qui n'avaient pas jusqu'à présent la parole la prenaient et disaient fortement des choses. La réponse, c'était effectivement par la parole, et c'était le grand débat. Je crois que c'était très bien joué. Mais il a personnifié le grand débat, et il sort en majesté du grand débat. Enfin, je crois que il s'est présidentialisé à travers ça. Donc on ne sera pas d'accord là-dessus. Mais alors, dernière chose, ce que vous dites des ONG, c'est le rôle de la société civile. Parce que effectivement, c'est une objection que j'ai souvent, et peut-être que je m'exprime mal là-dessus, qui est de dire, mais en fait, regardez, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'ONG, elles fédèrent beaucoup de gens. Donc ce que vous dites, à la fois on s'y retrouve, parce que on sent bien qu'il y a de l'individualisme, il y a de l'individualisation des rapports sociaux, et en même temps, regardez, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup d'ONG, etc. Il se trouve que je crois que la société civile a totalement changé, et que les théories de la société civile, on va dire, elles ont été fixées par ce qu'on appelait la deuxième gauche pendant un moment. Il était une société civile, il y avait l'État et la société civile. Et là, pour le coup, le terme deuxième gauche, il a été inventé pour caractériser la CFDT dans un livre d'Amon et Trottmann il y a quand même quelques années. Et puis petit à petit, c'est devenu tout un courant qui était représenté par Michel Rocard. Et c'était tout un courant qui faisait droit, effectivement, à tout ce qui venait de la société civile, tout ce qui venait des mouvements, ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 70, le mouvement social, les nouveaux mouvements sociaux. Et donc c'est fixé l'idée qu'il y a une société civile qui est foisonnante, qui est organisée à travers des associations, à travers des engagements qui sont souvent des engagements croisés. On est à la fois militant syndical, militant politique, militant d'association locale, d'une ONG, d'une association de défense des droits de l'homme, etc. Et tout ça fait une société qui est très riche et qui, quelque part, a une légitimité face à l'État, voire peut se lever contre l'État pour lui faire droit à un certain nombre de choses, et notamment de valeurs. Si cette société civile existe, et j'en dis ce qu'on ne vient pas, je crois qu'elle a profondément changé par rapport à ce que a raconté et raconte encore la deuxième gauche par rapport à ça, et par rapport à ce qu'on appelle la société civile organisée. Moi, ce que je vois aujourd'hui de la société civile, c'est 3 composantes. D'abord, effectivement, une multitude d'individus qui cherchent leur autonomie et qui ont recours à des intermédiaires et qui sont des brouillards, des individus qui cherchent à se débrouiller. Et ils rencontrent des associations ou ils rencontrent des entreprises, d'un côté ou de l'autre, sur des actions. Alors d'un côté, les associations sur des actions de solidarité locale, immédiate, de proximité. Et les entreprises, ils les rencontrent plus sur... alors dans l'économie sociale et solidaire, par exemple, fort engagement dans ce monde-là. Et notamment, ça c'est une chose qu'on n'a pas assez vue, à travers ce mouvement qui s'impose de plus en plus, qui est tout le mouvement des tiers-lieux. Tous ces endroits qui sont un peu hybrides, mi-associatifs, mi-entreprises, où les gens peuvent se retrouver pour faire ensemble quelque chose. Et il y a eu un rapport qui avait été fait par Patrick Lévy-Vetz, un petit peu avant, à la demande de Julien de Normandie, le secrétaire d'État, qui avait été fait sur le mouvement des tiers-lieux hors des grandes métropoles. Et quand on regarde où sont ces tiers-lieux, alors ils étaient allés à la recherche des tiers-lieux, et en fait ils en ont trouvé plus de 2000.
Alors ça peut être des petites structures associatives, ça peut être des entreprises, ça peut être des lieux mis à disposition par des mairies, ça a plein de formes. Mais l'idée, c'est qu'on fait ensemble des choses. Et si possible, on se passe de subventions parce qu'on va se débrouiller tout seul. À la différence du mouvement associatif qui souvent est lié par les subventions aux collectivités locales. Et en fait, quand on regarde où sont ces tiers-lieux, ils sont beaucoup sur les territoires périurbains où se sont manifestés les Gilets jaunes. Donc les Gilets jaunes, c'est à la fois de l'atomisation sociale, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi c'est des ressources d'engagement, mais d'engagement un peu différent de ce qu'était l'engagement jusqu'à présent, engagement notamment autour de ce que des sociologues comme Michel Lallemand, etc., appellent la révolution du faire, mais faire F-A-I-R-E. C'est-à-dire que voilà, on fait des choses ensemble, immédiates, concrètes, locales, de proximité. Et donc ça, la société civile, elle est faite de ces gisements d'énergie qui sont des individus. Et puis il y a des ONG. Et des ONG qui dominent aujourd'hui, c'est des ONG radicales. C'est des ONG qui passent à l'acte, qui sont visibles, qui ne s'embarrassent pas de négociations, de prise en compte des réalités de l'État, des collectivités, etc. C'est quoi? C'est des associations animalistes, c'est des associations de plus en plus je parlais d'Extinction Rébellion tout à l'heure, sur les luttes contre le climat, c'est les décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies. Je parlais du collectif d'ONG qui s'appelle l'affaire du siècle, c'est de dire, soit par les ressources de l'action directe, soit par les ressources du droit, on va faire avancer nos causes. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, ça ne veut pas dire que les ONG classiques n'existent plus, mais elles font moins recette. Et puis, troisième acteur qu'on voit émerger très fortement, ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises, alors on les voit émerger à travers des créations de start-up, de choses comme ça, qui, dès qu'une entreprise numérique se crée, dès que des jeunes se mettent à créer des entreprises, ils définissent leur cause. Ok, on crée une entreprise, donc on va gagner de l'argent, on va créer un modèle économique, un business model. Alors on ne l'a pas forcément tout de suite, mais il va se créer. Mais c'est quoi notre cause? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est quoi l'impact social qu'on a envie d'avoir? Et ça, je crois que c'est extrêmement fort. Et la loi Pacte, sans mauvais jeu de mots, la loi Pacte qui vient d'être votée, qui dit que les entreprises peuvent déclarer, travailler sur leur raison d'être, voire devenir des entreprises à mission. Je crois qu'elles vont accélérer ce mouvement où les entreprises prennent en charge une partie de ce qui était le rôle classique des ONG, à savoir de défendre des causes. Et notamment, alors dans les entreprises, ce qu'on voit beaucoup, c'est les causes environnementales. Ça, c'est clair. Donc voilà, la société civile est en train de se recomposer. Et là-dedans, nos associations classiques, je pense par exemple aux associations de l'éducation populaire, par exemple, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et les syndicats, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il y a matière à penser. Pardon, je suis un peu long. Mais... Merci. Alors, on va prendre une ou deux dernières questions tout au fond là-bas. Ce sera la dernière, sans regret. Oui, Monsieur Maillard, moi je trouve admirable ce que votre exposé. Vous êtes un professionnel, vous savez analyser la société, vous nous avez expliqué tout ce qui s'est passé, tout ce dont on a été témoin au cours de ces dernières années. En quelque sorte, je dirais, vous nous avez aidé à conduire avec le rétroviseur, c'est-à-dire sur le passé. Mais quand on conduit un véhicule, je crois qu'il faut aussi savoir regarder devant. Et donc, alors, excusez-moi, je n'ai pas lu votre livre et ma question serait peut-être déplacée si je l'avais lu, mais j'aimerais en partant que, par 3 phrases, vous donniez un mot d'espérance. Hein. La conférence, c'est une colère française. Eh bien, s'il vous plaît, pour en sortir, qu'est-ce que vous préconisez? Merci. Alors, en 3 phrases. Avec des points-virgules, si vous voulez. Non, mais déjà, sur le rétroviseur, après, c'est pas pour me défausser. Hein. Sur le rétroviseur, je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire que si on ne fait pas le constat d'où on en est, on avance dans le brouillard. C'est-à-dire que c'est... Voilà. Donc, je pense que c'est nécessaire. Et si on arrive à dissiper un peu le brouillard, alors
voilà, moi, je fais une hypothèse. Et en tout cas, elle est là pour être discutée. Et si elle est un peu éclairante, tant mieux. Après, 2 phrases. L'individualisme que j'ai décrit, ce n'est pas un égoïsme. Je crois que on n'est pas dans une société égoïste. Et que là, s'il y a un espoir à avoir, c'est ça. On l'a vu, il y a de la fraternité, il y a de la solidarité, il y a de la recherche de solidarité. Sauf que c'est déconcertant parce que ça ne prend pas les formes que ça prenait autrefois. Il faut l'avoir en tête, mais il ne faut pas désespérer. Et puis, pour ce qui m'intéresse, et voilà, monsieur parlait de la CFDT, je vois Monique qui a œuvré la CFDT pendant longtemps. Le syndicalisme n'est pas mort. Je crois qu'on a besoin de syndicats, mais là encore, ça va être compliqué, mais ce n'est pas infaisable. Il y a une possibilité de voir émerger dans les organisations telles qu'elles sont un nouveau type de syndicalisme qui dans cet univers individualiste, repensera, parce qu'on en a besoin, les protections collectives. Je crois que... Alors, je n'ai pas la solution pour le coup, de comment est-ce qu'on refait du collectif et comment est-ce que on s'attelle à la tâche pour faire de la protection collective. J'ai quelques idées, mais je n'ai pas la solution toute faite. Mais en tout cas, c'est à portée de main et c'est la tâche qui nous est dévolue. Je crois qu'on vit 2 crises, qui est une crise, effectivement, je l'ai dit, du collectif, j'y reviens pas, et une crise du commun. C'est pas la même chose. Crise du commun, c'est qu'est-ce qui fait qu'on partage bien tous le même espace, le même temps, le même moment, et qu'on est bien d'accord sur qu'est-ce qui nous fait tenir ensemble. Et bien, plus que jamais, on a besoin de ce commun, et je crois que pour ça, il faut de l'engagement syndical, mais renouvelé. Il faut de l'engagement politique, mais renouvelé. Et on parlait, alors je ne me suis pas étendu sur l'État, parce que je parlais plus du président de la République, mais je crois qu'on a besoin, plus que jamais, d'un État, surtout en France, mais d'un État, là aussi, qui soit repensé. Alors, dans mon livre, vous le lirez, si vous voulez, je parle, voilà, comment on passe d'un État tuteur à un État tuto, c'est-à-dire l'État qui va augmenter le pouvoir d'agir de ses citoyens. Je crois que c'est ça qui nous attend. Mais pour ça, il faut qu'un État qui nous permette de bien être sûr qu'on vit bien tous en commun. Et ça, c'est extrêmement important. Bien, merci à Denis Maillard pour... Merci beaucoup, merci. Pour ces longues explications. Alors, son livre « Une colère française, ce qui a rendu possible les Gilets jaunes » aux éditions de l'Observatoire est en vente ici. Il coûte 14 €. 2 prochains rendez-vous de questions publiques à noter sur vos tablettes. Alors, après les Gilets jaunes, on va remonter un peu en arrière, mais on va accueillir l'historien Jean-Clément Martin le 7 novembre, qui va parler donc de la Révolution française, mais surtout de la bataille des mémoires qui perdure entre la mémoire blanche et la mémoire bleue, et ce qui s'est passé à Nantes à la mi-93 et un peu après. Ça, c'est le jeudi 7 novembre. Et toujours au mois de novembre, le 25 novembre, on va parler d'un autre moment qui a fait sans doute vaciller la présidence de la République. On va accueillir Ariane Chemin, la grande reporter du Monde, qui a révélé l'affaire Benalla, entre autres, et sur le rapport des journalistes et des médias avec les pouvoirs. Voilà, ça, ce sont les prochains rendez-vous de questions publiques. Vous avez la revue, le numéro 71, avec demain l'estuaire de la Loire. Est-ce qu'un estuaire décarboné est un rêve ou pourrait devenir réalité? Il y a diverses contributions, divers textes, dont celui de Philippe, qui parle de l'estuaire décarboné et du nucléaire. C'est la conclusion. Et puis, en avant-première, je vous montre le numéro qui va paraître dans quelques jours, enfin sa couverture, c'est le numéro 72. Je vous la montre parce qu'on est Tour Bretagne, et vous verrez que sur la Tour Bretagne, il y a un nouveau drapeau. Alors là, c'est peut-être
un peu loin qui surgit, mais il y a le drapeau vendéen qui est planté sur la tour Bretagne. Et la question est Nantes, capitale de la Vendée, point d'interrogation. Voilà. Et il y aura des réponses diverses à ça. Et peut-être que nous aurons des réactions bretonnes sur le sujet.